Bonjour, je voudrais tout d'abord m'excuser de ne pas pouvoir être avec vous pendant ces journées et puis remercier les organisateurs de me permettre de parler de la vaccination contre les arbovirus. Alors les vaccins contre les arbovirus, on a bien sûr les vaccins classiques, la fièvre jaune, l'encéphalite attique, l'encéphalite japonaise, ceux qu'on utilise depuis longtemps. Deux petits nouveaux, dengue et chikungunya, et puis d'autres vaccins peut-être qu'on espère dans les années à venir. Dans cette présentation, on va parler uniquement des deux petits nouveaux. Et ce que je voudrais vous montrer dans cette présentation, c'est surtout finalement les problématiques et les approches vaccinales très différentes qu'on a eues pour ces deux vaccins. Alors, ces deux pathologies, dengue et chikungunya, sont très bien connues des personnes qui sont ici présentes. Et donc, je vais aller un peu vite sur un certain nombre de notions qui sont très largement partagées. Donc, le virus de la dengue est un flavivirus. En fait, il y a quatre virus de la dengue, quatre sérotypes, et la présence de ces quatre sérotypes joue un rôle très important dans le contrôle de l'infection. Je vous rappelle que lors d'un premier contact avec un virus de la dengue, on va parler d'infection primaire, de dengue primaire. On considère qu'on a une immunité protectrice définitive pour le sérotype infectant, mais qu'on n'a pas de protection contre les autres sérotypes. Ensuite, le deuxième contact avec la dengue, ce sera la dengue secondaire. On parle donc d'infection secondaire. Et dans un certain nombre de cas, on a une réponse immunologique initiale qui est inadaptée, aussi bien pour la réponse anticorps, on va avoir des anticorps dirigés contre les protéines de surface qui seront non neutralisants et qui vont au contraire faciliter la réplication virale en aidant les complexes humains virus anticorps non neutralisants à rentrer dans les cellules cibles que sont les monocytes macrophages par le biais du fragment Fc. Et puis des phénomènes équivalents vont se produire aussi côté cellulaire T. Et donc tout ça, ça va favoriser la réplication virale, retarder la clairance virale, et c'est le principal facteur de risque de fuite plasmatique et de dengue grave. Et puis ensuite, on va avoir éventuellement un troisième, un quatrième contact avec un virus de la dengue. Je vous rappelle 4 sérotypes en tout. On parlera d'infection post-secondaire. Et donc là, à partir de ce moment-là, on va avoir des anticorps neutralisants qui vont avoir gagné en efficacité, gagné en affinité. On va avoir une bonne réactivité croisée. Et donc les dengues, à ce stade-là, le troisième, quatrième contact, sont le plus souvent asymptomatiques. Pour résumer, c'est un peu finalement comme s'il fallait avoir deux contacts avec deux sérotypes différents de la dengue pour être protégé, ou avoir la dengue et une vaccination, donc pour être efficacement protégé contre la dengue. On va revenir sur ce point. Alors depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une recherche qui est assez intense et assez continue pour trouver un vaccin contre la dengue. Au début, on est parti un petit peu sur le même modèle de ce qu'on avait su faire avec la fièvre jaune, et donc on pensait qu'on allait pouvoir assez facilement atténuer des souches de virus de la dengue et puis s'en servir comme vaccin. Il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés, même en changeant notamment de substrat de culture, une certaine instabilité génétique avec une réversion, une protection insuffisante et une tolérance aussi insuffisante. Et finalement, donc tout ça, ça nous amène au début des années 90 où le développement des techniques de biologie moléculaire ont permis de réenvisager des choses différentes, des constructions différentes de vaccins. Et donc il y a une feuille de route qui a été établie par les instances internationales pour le développement d'un vaccin. On l'a vu, une maladie, 4 virus, pas de réaction croisée, le risque de facilitation immunologique, ça c'est un peu le cahier des charges, pas de modèle animal et du coup pas de corrélat de protection. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est protégé contre un virus de la dengue? Les anticorps neutralisants jouent probablement un rôle, les protéines de surface, en particulier la protéine d'enveloppe aussi, mais en fait on n'en sait rien. N'empêche qu'on a décidé de partir sur la fabrication de vaccins tétravalents, d'avoir une immunité dirigée contre les protéines de surface, protéines E et pré-M. Bien sûr, on souhaite avoir une protection à vie, notamment en raison du risque de facilitation immunologique lorsque le titre d'anticorps va diminuer, et une innocuité, une tolérance acceptable pour ce vaccin. Et donc, il y a un certain nombre de vaccins qui ont été fabriqués. Les trois que je vous montre ici, c'est ceux qui
sont les plus avancés dans leur développement, soit qui ont déjà obtenu une AMM, soit qui sont en phase 3. En fait, ces trois vaccins ont un certain nombre de points communs. Ces trois vaccins vivants atténués sont des vaccins chimériques. Le premier, qui est le plus ancien, qui est le vaccin commercialisé par Sanofi Pasteur, est construit à partir du vaccin utilisé pour la vaccination contre la fièvre jaune. Son génome est représenté là en jaune sur la diapositive. Et puis on a juste enlevé les gènes qui codent pour les protéines E et pré-M de la fièvre jaune. On les a remplacés par celles qui codent pour le dingue 1, le dingue 2, le dingue 3, le dingue 4. Ce qui fait qu'on a une souche vaccinale chimérique. À l'extérieur, c'est de la dingue. À l'intérieur, c'est de la fièvre jaune. Le deuxième vaccin dont je vais vous parler, c'est celui qui a été développé par les laboratoires Takeda. Au départ, on a une souche de dingue 2 atténuée par des méthodes classiques de passage sur culture cellulaire. Et puis, pour les autres sérotypes, on va construire de la même manière que pour le premier vaccin. On enlève le E et le pré-M et on remplace par celui qui correspond au sérotype qu'on veut construire. Donc, on fait cette manip pour le 1, pour le 3, pour le 4. Enfin, le troisième vaccin présenté ici, TV003. Là, en fait, on a trois sérotypes atténués en enlevant une partie de la séquence, une trentaine d'acides aminés, enfin une trentaine de nucléosides, pardon. Et donc, on fait ça pour le 1, pour le 3, pour le 4. Et pour construire le 2, on refait la même manip que précédemment. On enlève le gène qui code pour E et pré-MM et on le remplace par celui qui correspond au sérotype 2. Alors, le vaccin qui a commencé les essais, c'est le premier vaccin fabriqué à partir de la fièvre jaune et dans son développement préclinique, tout s'est très bien passé et notamment les études d'immunogénicité par mesure des anticorps neutralisants, par exemple, chez les volontaires sains, montraient une réponse importante, équilibrée contre les 4 sérotypes, ce qui a permis d'enclencher les essais cliniques. Donc ce vaccin est utilisé avec 3 injections à 6 mois d'intervalle, étude contre placebo, 30 000 enfants, une phase de surveillance active pendant 25 mois où les sujets étaient appelés toutes les semaines et puis une phase de surveillance purement hospitalière. Et donc beaucoup d'espoir avec les données précliniques et puis finalement les résultats cliniques ont été, vous allez le voir, très, très décevants. Globalement, 60% d'efficacité pour prévenir une dingue symptomatique. Et puis surtout, on voit que chez les enfants les plus jeunes, les moins de 8 ans, eh bien moins de 50% d'efficacité. Une efficacité un peu meilleure pour prévenir l'hospitalisation et les dingues graves. Mais déjà, d'emblée, finalement, une des cibles du vaccin qui était les enfants les plus jeunes, eh bien, on ne pourra pas utiliser. L'analyse de l'efficacité selon les sérotypes montre en fait que même si sur le plan des anticorps neutralisants la réponse était équilibrée, eh bien en fait on n'a pas du tout la même efficacité selon les sérotypes. On a une bonne efficacité contre le sérotype 4 et le sérotype 3, moyenne contre le 1 et franchement pas bonne contre le sérotype 2. Et puis, les mauvaises nouvelles continuent, avec finalement, en analysant un peu mieux les données, en essayant de comprendre ces résultats qui étaient quand même pas du tout ceux escomptés, on s'est rendu compte que, en fait, on avait un gros problème d'efficacité chez les personnes qui n'avaient jamais été en contact avec un virus de la dengue. Et même chez les plus de 9 ans, on voit que pour éviter une dengue symptomatique, eh bien, on a une efficacité qui n'est que de 50%, qui par contre, efficacité qui est bonne chez les personnes qui ont déjà rencontré dans leur vie au moins une fois un virus de la dengue qui sont séropositifs. Donc ça, c'était les données à la fin de la phase active, à la fin des 25 mois. Quelles sont les données dans le suivi au long cours, où là, on ne surveillait que les hospitalisations pour dengue? Eh bien, même tendance, c'est-à-dire que chez les personnes séropositives, c'est ce qu'on voit ici, on a une persistance de la protection, même si elle diminue un peu, mais quand même une persistance de la protection à la fois pour prévenir l'hospitalisation et les formes graves. Par contre, chez les séronégatifs, on a une inversion des courbes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hospitalisation et plus de formes graves chez les personnes qui sont séronégatives. Et donc ça, effectivement, du coup, on s'est posé plein de questions pour essayer de comprendre ça. Ce vaccin qui devait effectivement être révolutionnaire ne correspondait pas du tout aux différentes attentes.
on a un certain nombre d'éléments de réponse et Scott Halstead, qui est un pédiatre immunologiste, qui est un des grands pionniers et experts de la dengue dans le monde, propose un certain nombre de réponses dans un éditorial du New England de cette année, en indiquant que finalement il y a 3 points critiques qu'il faut prendre en compte si on veut faire un vaccin contre la dengue et qui n'ont probablement pas été pris en compte. Le premier, c'est le risque de facilitation immunologique, et on le voit bien à travers le risque chez des personnes qui n'avaient jamais été en contact par un virus de la dengue. Finalement, le vaccin fait comme une première dengue, et donc du coup, on le voit sur l'augmentation du risque d'hospitalisation chez les séronégatifs. Le rôle de l'immunité à médiation cellulaire dans le contrôle d'une infection par un virus de la dengue. Probablement que la réponse anticorps qui était recherchée uniquement sur les protéines de surface pré-M et E n'est pas suffisante pour contrôler une infection par un virus de la dengue. Et puis aussi dans la pathogénèse de la dengue, il n'y a probablement pas que la partie reconnaissance, fixation à son récepteur et entrée dans la cellule qui compte. La protéine NS1 joue un rôle, maintenant on le sait bien, dans la pathogénèse de la dengue. Il est probablement important d'être capable de neutraliser cette protéine par des anticorps. Et lorsqu'on regarde finalement la réponse immunitaire contre un virus de la dengue selon le type de réponse, médiation humorale ou médiation cellulaire, et selon les protéines, on se rend compte qu'effectivement, pour les protéines d'enveloppe, on a principalement une réponse anticorps, pour le NS1 aussi, mais que par contre, la réponse à médiation cellulaire, qu'elle soit médiée par les CD4 ou par les CD8, va concerner la plupart des protéines non structurales. Or, les protéines non structurales de ce vaccin ne sont pas des protéines de dengue, mais sont des protéines de fièvre jaune. Et donc, voilà, c'est des éléments importants d'explication finalement du fait qu'on a un vaccin qui est très loin des attentes qu'on avait pu formuler uniquement en se basant sur l'idée de construire un vaccin contre les protéines de surface avec une réponse immunitaire principalement à médiation humorale. Alors du coup, ce vaccin a quand même une autorisation de mise sur le marché, mais avec la nécessité de vérifier qu'on a eu la dengue de manière certaine avant pour pouvoir l'utiliser, ce qui bien sûr limite considérablement son champ d'utilisation. Alors le deuxième vaccin, le vaccin du laboratoire Takeda, on a donc vaccin vivant atténué, fait à partir du sérotype 2 atténué, 2 injections à 3 mois d'intervalle, un schéma comparable pour les essais thérapeutiques. On voit à 18 mois une efficacité de l'ordre de 80%. On a une différence entre les séropositifs et les séronégatifs dans l'efficacité, mais beaucoup moins importante que celle observée avec le vaccin précédent. On a aussi une différence selon les sérotypes. Là, on a une très bonne efficacité avec le sérotype 2, et ça, on s'y attendait puisque le vaccin est fabriqué à partir du sérotype 2. On est moins bon pour le 1 et pour le 3 et pour le 4. Là, en fait, on a pas mal d'incertitudes encore parce que dans les études, il y avait très peu de 3 et de 4. On voit que le vaccin à 5 ans pour prévenir une dengue symptomatique conserve une efficacité, même si l'efficacité baisse. Globalement, elle est de 61%. On voit que, là encore, cette efficacité reste très bonne pour le 2. Et on a beaucoup plus de questionnements pour le 3 et pour le 4. Même chose pour prévenir une hospitalisation à 5 ans, 84% d'efficacité, mais aussi, voilà, il y a une question, on a des effectifs trop faibles pour pouvoir conclure, mais on peut se poser la question pour le sérotype 3 si on n'a pas un problème de facilitation, mais on n'a pas les données nécessaires pour pouvoir conclure. Le troisième vaccin maintenant, on a moins de recul, moins d'études. On a cette étude qui a été publiée cette année qui montre, donc avec beaucoup moins de recul, là on a juste 2 ans d'utilisation, 16 000 participants, à la fois des enfants et des adultes. On voit qu'on a une efficacité de l'ordre de 80% pour prévenir une dengue symptomatique. Une différence aussi d'efficacité entre les séropositifs et les séronégatifs. On n'a pas de données sur dengue 3 et dengue 4.
On voit qu'on a un petit différentiel entre dingue 1 et dingue 2. Et puis, on a aussi une petite variation avec l'âge, mais qui n'est pas très importante. Et donc, on a besoin là d'avoir d'autres données pour pouvoir se faire une idée sur ce vaccin. Et donc finalement, si on reprend la diapositive tout à l'heure, on voit quand même qu'avec les deux derniers vaccins dont je vous ai parlé, le TAC 003 et le TV 003, euh, on a l'air d'avoir moins de problèmes avec la différence séronégative-séropositive. Et on voit qu'on a aussi une efficacité qui se maintient dans le temps sans ce différentiel et sans ce surrisque d'hospitalisation pour dingue grave. Et donc peut-être que effectivement le fait pour le TAC 003 d'avoir en partie de la dengue pour les protéines non structurales et plusieurs sérotypes de dengue pour le TV 003 peut être un des éléments qui explique cette différence d'efficacité et de surrisque de dingue grave. Donc à voir dans la suite du développement de ces vaccins. Alors, on va passer rapidement au chikungunya. Alors, le virus chikungunya, c'est aussi un virus à ARN, c'est une autre famille, c'est un togaviridé, un alphavirus, il y a 4 lignages. C'est pas le propos ici, donc je vais passer un peu vite dessus. C'est une infection qui survient principalement dans la ceinture intertropicale, mais on sait qu'on a eu et qu'on a des possibilités d'épidémie dans les zones tempérées, en particulier dans le sud de l'Europe. Le contrôle de l'infection par le virus du chikungunya, là, les données sont très différentes du virus de la dengue. Il y a un seul virus. On a une immunité innée qui est induite par ce virus qui est généralement très puissante et qui est suivie par une immunité adaptative durable qui repose principalement sur les anticorps neutralisants. Notamment, il y a plusieurs exemples qui montrent que, plusieurs expériences qui montrent que on peut vraiment transférer la protection d'animaux par juste le transfert d'immunoglobulines d'anticorps neutralisants. Donc là, on a finalement un modèle sur le contrôle de l'infection qui a l'air plus simple que ce qu'on voit avec la dengue. Alors, du coup, je ne vais pas prendre le temps ici de développer tout l'intérêt qu'on peut avoir à être protégé contre le chikungunya et avoir un vaccin contre le chikungunya, pour passer directement finalement sur, bon voilà, si on fabrique un vaccin contre le chikungunya, comment est-ce qu'on va évaluer son efficacité? Le problème avec le chikungunya, contrairement à la dengue, c'est que on n'a pas, comme par exemple en Asie du Sud-Est, une transmission permanente de la dengue. Le chikungunya, c'est des épidémies de grande ampleur qui durent quelques mois, une année, c'est ce qu'on a connu aux Antilles, en Guyane, et puis après ça s'arrête. Et donc ces épidémies, elles surviennent tous les 10 ans, 15 ans, 30 ans, et puis entre les épidémies, il n'y a plus grand-chose. Donc ça, c'est très compliqué de faire de la recherche clinique et d'avoir des critères d'évaluation clinique dans ces conditions. Il faut des systèmes de surveillance très réactifs, et même si on a ça, on connaît tous ici le délai pour mettre en place un essai clinique, et du coup, c'est vraiment très très compliqué. D'ailleurs, à titre d'illustration, suite à l'émergence du chikungunya dans la zone Amérique en 2014, on avait été sélectionné avec d'autres centres de la Caraïbe pour participer à l'évaluation d'un candidat vaccin formé par une pseudo-particule virale. Et donc en fait, c'était un essai qui était promu par le NIH qui en fait était intéressé par le fait qu'on était considéré comme une zone d'endémie de chikungunya. C'était en 2016. On sortait à peine de l'épidémie de 2014. Et donc du coup, même si le critère principal de jugement était sur la tolérance et l'immunogénicité, il y avait un critère aussi secondaire qui était sur l'efficacité. Et effectivement, les promoteurs ont été un peu déçus quand ils se sont rendus compte qu'il y avait très peu de chances pour qu'on ait des nouveaux cas de chikungunya dans les années qui suivent le moment où on allait vacciner ces volontaires en 2016-2017, juste quelques mois après la fin de la circulation de l'épidémie.
Et donc, du coup, les autorités sanitaires internationales sont bien rendues compte qu'on n'allait pas y arriver avec une évaluation clinique classique et qu'il fallait utiliser un marqueur de substitution. Et donc ça a été validé. Et donc, du coup, on utilise non pas des critères d'évaluation clinique, mais l'obtention d'un titre d'anticorps neutralisant. Ce titre a été déterminé, ce titre protecteur a été déterminé en injectant du sérum de personnes volontaires vaccinées à des primates non humains, ensuite en leur injectant le virus du chikungunya, en les suivant, en les sacrifiant à la fin, et en regardant quel est le titre protecteur chez ces primates non humains immunisés avec du sérum de volontaires vaccinés. Donc ça a été fait. Donc à partir de là, il y a un certain nombre de vaccins qui ont pu être, donc de plateformes vaccinales différentes, de vaccins qui ont pu être mis au point. Les deux que j'ai surlignés, c'est les deux plus avancés. Il y a le vaccin du laboratoire Valneva qui a obtenu une AMM américaine puis européenne cette année. Et puis le vaccin qu'on a eu l'occasion de tester, qui est aussi, il y a une demande d'autorisation de mise sur le marché qui est en cours. Et on voit qu'avec ces vaccins, eh bien, on a des taux de séroconversion avec des titres d'anticorps neutralisants qui sont très très élevés, que ce soit à court terme ou à moyen terme. Et on voit que ce sont des vaccins avec lesquels on a aussi une excellente tolérance. Et donc c'est ça qui permet, donc vous voyez, on a une démarche qui est totalement différente de ce qu'on a observé pour la dengue. C'est ça qui a permis l'autorisation de mise sur le marché du premier vaccin contre le chikungunya cette année. Donc finalement, si on essaye de résumer la situation pour ces deux maladies, la dengue, alors on a le vaccin dont je vous ai parlé, le vaccin de Sanofi Pasteur, le premier, fait à partir de la fièvre jaune, 3 injections, chimère, vivant atténué. Eh bien, la commercialisation a été arrêtée à la fin de l'année 2023, principalement parce que le fait de devoir vacciner que des personnes pour lesquelles on avait une infection par un virus de la dengue prouvé était beaucoup trop compliqué et pas possible pour une vaccination à grande échelle. Le vaccin du laboratoire Takeda, donc je vous rappelle, chimère, vaccin vivant atténué à partir d'un sérotype 2. On a une AMM européenne pour la prévention de la dengue chez les personnes âgées de plus de 4 ans, sans limite d'âge supérieur. On est en attente d'un jour à l'autre maintenant de l'avis de l'HAS. Et puis le troisième vaccin que je vous ai montré, qui est intéressant notamment parce qu'il y a une seule injection, les études de phase 3 sont en cours. Pour le chikungunya, on a un vaccin qui a une autorisation de mise sur le marché, c'est le vaccin du laboratoire Valneva, avec l'AMM qui est indiqué ici, prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans ou plus. C'est un vaccin vivant atténué qui pour l'instant donc est contre-indiqué chez les femmes enceintes et chez les personnes immunodéprimées. Il y a eu des données toutes récentes montrant qu'on allait sans doute pouvoir l'utiliser sans problème chez les adolescents. Et on est en attente de l'avis de l'HAS. Pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que avec tous ces vaccins qui arrivent dans nos régions endémiques, il faut absolument, on a un enjeu majeur dans nos territoires, aux Antilles, en Guyane, sur la mise en place d'études de phase 4, parce que vous voyez qu'il y a encore énormément de questions pour lesquelles on est sans réponse pour ces vaccins, que ce soit sur les populations à risque, bien sûr pour la dengue, les drépanocytaires, mais aussi les comorbidités comme insuffisance rénale, obésité, diabète, hypertension. Pour le chikungunya, les personnes aussi les plus à risque, et notamment les personnes âgées, les personnes immunodéprimées. Et puis, il va falloir qu'on mette en place aussi, dès qu'on aura commencé les campagnes de vaccination, les études d'efficacité en vie réelle. Et ça va être particulièrement important pour le chikungunya, puisque pour l'instant, on n'a pas de données cliniques. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais répondre à vos questions.